Bonsoir à tous. Nous allons commencer dans quelques instants. Monsieur Léostic de l'Information et moi-même, Monsieur Conto des CMEA et du syndicat employeur, nous allons présenter à deux voix cette fin de journée. Donc, voilà, nous avons une 11e personne, donc je pense que nous pouvons commencer pour ne pas retarder les personnes qui nous ont rejoints dès 17 h. Je te laisse la parole, Erwan. Oui, merci Frédéric. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va animer à deux voix cette intervention. Vous voyez, le titre n'est pas tout à fait celui peut-être que vous aviez eu initialement, mais le contenu va fortement s'en rapprocher, il sera un petit peu plus large. Donc promouvoir l'emploi et la formation dans son association, comment créer les conditions de développement de sa structure. Voilà, donc tout un programme, le tout en 1 heure grand maximum, en laissant le temps à la fois en nous laissant le temps de vous transmettre un certain nombre d'informations, mais aussi l'opportunité de nous questionner à tout moment. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez soit prendre la parole, lever la main, par le chat. Il y a différents moyens de nous questionner pour pas que ce soit deux monologues, surtout à 17 h un vendredi après-midi. Voilà, de l'interaction, ça peut être aussi très, très intéressant. Voilà, donc je vais commencer. Enfin, on va peut-être déjà se présenter de manière plus précise avec Frédéric. Alors, j'ai la parole, je la garde. Après, je te transmets, Frédéric. Donc, Erwan Léostic, je suis délégué d'Uniformation. J'aurai l'occasion de vous préciser ce qu'est Uniformation, OPCO de la cohésion sociale. Et donc, Frédéric Conto, donc je suis le directeur territorial des CMEA Martinique. Et j'ai aussi la fonction de représentant du CNEA, Syndicat national des employeurs d'avenir, donc de l'animation sur notre territoire. Alors, ce qu'on a prévu comme ordre du jour, un point sur l'alternance. On souhaite vous en parler parce que c'est un véritable levier à la fois d'intégration d'un nouveau salarié dans sa structure, mais c'est aussi une opportunité très, très intéressante actuellement avec les financements qu'il y a liés au plan de relance de l'État. Donc, une opportunité très intéressante pour les associations. On va vraiment s'attacher aux structures associatives, évidemment, qui sont celles que nous accompagnons au quotidien avec Frédéric. On va vous apporter des éléments extrêmement précis, notamment sur des exemples de coûts qu'il peut y avoir sur de la formation de futurs apprentis. Et puis, un élargissement qu'aura présenté Frédéric sur tout l'intérêt que représente un syndicat employeur quand on est association primo-employeur ou employeur de nombreux salariés. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir cet accompagnement. Ça peut être extrêmement positif et intéressant de se regrouper pour faciliter l'activité à travers des groupements d'employeurs. Voilà le programme. Frédéric, tu voulais un point à compléter? Non, impeccable. Bon, voilà. Tu me diras s'il y a des questions ou des chats ou pendant que j'interviens? Bon, ça marche. Merci. Alors, juste un rappel pour ceux qui ne connaissent pas Uniformation, des associations adhérentes d'Uniformation. Uniformation, c'est ce qu'on appelle un OPCO. Alors, c'est un terme qui a récemment évolué, parce qu'avant, on disait OPCA. Donc, un opérateur de compétences. Donc, des structures qui accompagnent les associations employeurs, les employeurs, de manière générale, pour tout ce qui est lié à la professionnalisation de leurs salariés. Il y a 11 OPCO agréés par l'État, il y en a 7 en Martinique, et dans les 7, Uniformation a un périmètre qui est celui de la cohésion sociale. On va retrouver les secteurs de l'animation, les secteurs de l'insertion, les secteurs de l'aide à domicile, les secteurs de la petite enfance, le secteur associatif de manière générale. Donc, ce sont des champs que nous couvrons avec une clé d'entrée qui est liée à la cotisation formation professionnelle que vous versez dès lors que vous avez un salarié. Voilà, vous avez un salarié, vous cotisez à la formation professionnelle. L'intérêt, c'est que dans les missions que nous couvrons, alors il y en a un certain nombre. Déjà, on va pouvoir vous accompagner à travers le financement de la formation de vos salariés.
Voilà, donc il y a des fonds qui sont liés à ce que nous avons collecté et des fonds qu'on va chercher de manière complémentaire ou que nous gérons pour l'État ou les régions pour financer la formation de manière plus facilitée de vos salariés. On assure également un appui au niveau de tout ce qui est lié aux embauches dans le cadre des contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Voilà, donc ces futurs contrats et avec ce que je disais tout à l'heure, toute la plus-value qu'il y a aujourd'hui de pouvoir embaucher en bénéficiant des aides actuelles. Et puis, alors, je n'insiste pas sur les missions 3 et 4, juste peut-être un mot sur la 4, on est aussi facilitateur de formation à distance. Vous savez, comme l'actualité rend ce type de formation tout à fait pertinent. Voilà, donc toutes les modalités qui pourraient faciliter l'accès à ces formations, nous avons également un rôle là-dessus. C'est surtout l'axe 2 et 1 qui nous occupe particulièrement en Martinique. Un point qui est quand même important pour vous resituer également la clé d'entrée à Uniformation, c'est cette contribution à la formation professionnelle qui est une cotisation patronale qui est obligatoire et dont le montant est lié au secteur que vous couvrez. C'est-à-dire si vous êtes dans le champ de l'animation, votre convention collective, il faudrait juste qu'il y ait un micro qui se coupe. Je ne sais pas si Frédéric, tu as la main. Oui, non, je n'ai pas la main. C'est Madame Loff. Alors, au LOF, si vous voulez couper votre micro, effectivement, on entend votre petite fille avec côté de vous. Voilà, donc la collecte de ces fonds que vous versez quand vous avez un salarié, l'assuré par Uniformation, elle sera en 2022 assurée par l'URSSAF. Pour l'instant, on a toujours cette mission-là. Et alors, comment ça fonctionne? C'est assez simple, c'est-à-dire que les fonds sont mutualisés et en fonction de vos besoins, vous allez nous solliciter pour accéder à des financements qui peuvent concerner vos salariés en CDI, en CDD, en CDDI, en emploi aidé, éventuellement adulte relais, et aussi dirigeants bénévoles, uniquement pour les formations qui sont liées au mandat qu'ils occupent. Et on parle de dirigeants élus, au sens du terme. Voilà, donc toutes ces personnes ont des possibilités d'accéder à des financements pour leur formation. Alors là, l'objet de la présentation aujourd'hui, c'est d'aller plus sur ces nouveaux dispositifs de recrutement. On le sait, les associations, elles ont eu toujours l'habitude plutôt d'aller vers des emplois aidés, qui étaient parfois même créés pour elles. Alors, on en a eu de multiples entre les emplois jeunes, les emplois d'avenir, les contrats emploi consolidés, les contrats emploi solidarité, les CEI-PEC, etc., etc. Il en existe depuis quasiment toujours, presque toujours. Et les associations, comme c'était des contrats aidés plutôt accessibles pour les associations, c'est vrai que les modalités de recrutement ont souvent été orientées. La clé d'entrée a souvent été l'emploi aidé. Ce qui change aujourd'hui, c'est que les contrats d'apprentissage et de professionnalisation sont devenus, avec les aides de l'État, très, très intéressants. Donc, on va vous en dire un mot. Un contrat d'apprentissage, ça concerne un jeune qui va de 16 à 29 ans. Donc, on peut avoir quelqu'un avec quand même une certaine maturité. On est sur un contrat à durée déterminée ou en CDI à temps plein, avec une période d'essai. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Le contrat de professionnalisation, qui est une autre forme de contrat d'alternance, lui concerne finalement, il n'y a pas de limite d'âge en soi. C'est 16-25 ans ou demandeur d'emploi sans limite d'âge. Donc, on est sur un public beaucoup plus large, qui peut être beaucoup plus âgé. Voilà, et qui pourrait tout à fait être aussi quelqu'un qui a été en contrat aidé. On peut imaginer qu'au sein de vos associations, vous avez aujourd'hui un CEI-PEC. Il a fait 1 an chez vous, vous trouvez ce salarié intéressant, vous avez envie de poursuivre avec lui. Vous voulez qu'il poursuive dans le cadre d'une formation professionnelle certifiante. Et bien, vous pouvez enchaîner CEI-PEC et contrat de professionnalisation. Et là, vous allez, avec ce contrat, il va bénéficier d'une aide à la formation professionnelle, ce qui, du coup, était plutôt intéressant. Et vous allez vous donner un peu plus de temps pour envisager la pérennisation de ce poste. Alors voilà, on revient sur quelques modalités, sur les qualifications visées.
Vous voyez, les contrats de pro et contrats d'apprentissage, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une enveloppe pour financer la formation diplômante ou le certificat de qualification professionnelle. Donc, ce n'est pas comme un CUIPEC où vous l'embauchez, vous voulez le former, il faut demander le financement à Uniformation, à votre OPCO. Là, c'est automatique, c'est intégré à l'intérieur du contrat. Le contrat, en fait, démarre quasiment en même temps que la formation et se termine en même temps que la formation également, formation certifiante. Donc, tout est entièrement financé. En termes de rémunération, on est sur des pourcentages qui sont liés à l'âge et à la certification. Donc, vous voyez, sur les contrats de pro, on est sur des pourcentages qui vont de 50 à 100% du SMIC ou sur le contrat d'apprentissage de 27 à 100% du SMIC. Voilà, donc on n'est pas sur… on peut être à 100% du SMIC, mais on peut être généralement un peu moins. Il doit y avoir la désignation d'un tuteur ou d'un maître d'apprentissage, c'est-à-dire qu'au sein de la structure, il faut que vous ayez quelqu'un qui puisse assumer cette mission d'accompagnement avec suffisamment d'expérience professionnelle pour bien accompagner le jeune, moins jeune. Alors, ce qui est important de retenir, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ces contrats en alternance sont devenus les contrats les plus intéressants pour embaucher, recruter un de vos salariés. Vous avez une aide unique qui, jusqu'au 28 février 2021, a été doublée à hauteur de 8 000 €. Voilà, donc l'aide de l'État est jusqu'au 28 février 2021 à 8 000 € pour les contrats d'apprentissage, qui viennent s'ajouter à une aide pour la fonction tutorale, pour votre tuteur, qui vient s'ajouter à des aides possibles pour les frais de repas, de nuitée des jeunes qui sont en contrat d'apprentissage, de montants qui permettent de fournir du premier équipement donc ça c'est géré par les CFA, d'aides qui peuvent être attribuées pour le permis B, différentes allocations et d'accompagnement qui sont assurés. Donc, vous voyez, quand on les cumule et qu'on commence à chiffrer, vous allez voir, on va vous faire une simulation, vous allez voir que ça rend ce contrat très, très intéressant. Pour les contrats de pro, on est également sur une aide à 8 000 €. Il y a quelques différences, je ne vais pas rentrer dans les détails sur l'aide à la fonction tutorale, mais globalement, on reste sur une aide de l'État très, très conséquente. Alors, de manière très précise, peut-être est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez des questions avant de rentrer sur des exemples? Non? Pas de questions? Alors, on va vous faire quelques exemples qui sont liés à des exemples concrets, réels, de formation qui menée par le CMEA, donc Frédéric pourra compléter cette partie. On a fait une simulation, vous embauchez demain, vous décidez d'embaucher un jeune animateur qui est âgé de 20 ans. Donc pour lui, vous allez verser 43% du SMIC. C'est le salaire minimum qu'il faut verser. Si c'est un jeune de 21 à 25 ans, ce sera 53% du SMIC. Et donc, il va bénéficier à la fois de l'aide à la fonction tutorale, de l'aide versée par l'État à 8 000 €, plus la formation du jeune qui est financée. Le tout pour, tenez-vous bien, 0 €. Le coût final, avec la formation qui est un CPGEPS animateur d'activité de vie quotidienne, le coût final est de 0. Alors, quand on dit le coût final 0, ça c'est le coût financier, on est d'accord. Il y a quand même un coût lié à l'investissement que vous y mettez. Bien évidemment, un jeune qui rentre dans votre association, c'est un jeune qu'il faut accompagner, ça demande du temps. Ce temps, vous le passez avec lui et peut-être pas à d'autres missions. Donc, c'est un investissement, très clairement, avec pour vous la perspective d'avoir un futur professionnel au sein de votre association qui aura eu le bénéfice d'une formation certifiante qui aura été valorisée et que vous pourrez envisager de pérenniser. Donc là, il n'y a vraiment que des avantages, mais quand même un investissement. On parle là d'un contrat de 12 mois et donc avec un coût actuellement, avec cette aide de l'État, qui est de 0. Donc évidemment, beaucoup plus intéressant qu'un CUIPEC
Si vous avez un recrutement actuellement de ce profil-là, la question se pose quasiment pas. Frédéric, tu peux peut-être compléter si tu veux là-dessus. Non, non, effectivement, en fonction de ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fonction de l'âge du jeune et de la durée de la formation, les aides de l'État vont couvrir l'ensemble. Alors là, effectivement, on est sur un exemple de CPGEPS qui est une formation courte de 400 heures. Donc, effectivement, le coût est à zéro. Il n'est pas systématiquement à zéro. On va voir un autre exemple. Ouais. Mais effectivement, après, je pense que ce qui est important, j'entends un écho, peut-être que quelqu'un a son micro. Ce qui est important, c'est de se dire que, comme le disait Erwan, c'est un investissement et l'objet n'est pas d'être à zéro sur un coût salarial, bien entendu, mais bien de développer des compétences et de se dire comment est-ce que sur les 6 mois, l'année, les 2 ans de formation, la personne crée aussi les conditions de son maintien dans l'entreprise, dans l'association, avec des activités pérennes et avec du public qui peut financer une partie des activités. Alors, on peut peut-être prendre un deuxième exemple qui va concerner là un salarié. Alors, il y a les différentes cas de figure. Hein. On est toujours 43%, 53% du SMIC en fonction de l'âge. On est là sur toujours d'apprentissage de 12 mois. Par contre, on est sur une formation d'un niveau supérieur, puisqu'on est sur une formation de niveau 4, qui est le BPGEPS, Loisirs tout public. Voilà, donc CPGEPS, c'est peut-être là un peu la clé d'entrée pour quelqu'un qui découvre le secteur de l'animation. Et le BPGEPS, on est déjà là sur un animateur un peu plus confirmé. Donc, une formation qui est également un peu plus coûteuse, mais toujours avec les aides. 8 000 €, aide de l'État, aide à la fonction tutorale, 2 760. Et donc, on arrive sur la durée. Alors, c'est peut-être un peu plus que 12 mois, du coup. Là, c'est une formation de 18 mois, non, Frédéric? Je pense qu'il doit y avoir une erreur là, sur la durée. Oui, tout à fait. Ouais, c'est 18 mois. Plutôt 18, oui. Ouais. Donc, sur les 18 mois, la première année, comme l'aide de l'État est à 8 000 €, le coût est à zéro. Et sur les 6 mois restants, on est à 844 € par mois. Donc, quand on le ventile sur les 18 mois, on arrive sur un coût qui reste quand même extrêmement symbolique. Le tout, je le rappelle, avec la formation du jeune qui est complètement financée. On est sur des formations qui sont assez élevés, qui ne seraient pas forcément finançables si on était sur le contrat CEIPEC classique. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux exemples? Demande de précision. Est-ce que, Frédéric, sur… il y a deux chats. Alors, il y a Miguel qui est avec nous. Deux questions. Pardon, on a 2 questions. Alors, il y a 2 questions, allons-y. Alors, la première, le CDI peut-il émarger sur un contrat pro à l'issue de son contrat? CDDI. CDDI, pardon. Excuse-moi. C'est une bonne question. Je dirais oui sur le principe, mais il faut qu'on se le fasse confirmer, à moins que Erwan, tu aies une réponse. Le CDDI peut-il être poursuivi par un contrat? Voilà, peut-il émarger derrière sur un contrat de pro? Oui. Oui, sans problème, puisque le CDD, c'est une sortie positive en plus, donc pour le chantier d'insertion, c'est extrêmement valorisant. Et puis, en plus, les salariés en CDDI sont toujours inscrits à Pôle emploi. Donc, c'est la clé d'entrée, en fait, à la question qui est posée, comme c'est la clé d'entrée pour accéder au financement au titre du contrat en alternance. Enfin, du contrat de pro. Donc oui, l'enchaînement est tout à fait possible et il est même à valoriser. Complètement. Et la deuxième question, merci Erwan. La deuxième question est jusqu'à quand l'entreprise bénéficie de l'aide de 8 000 €? Donc actuellement, nous sommes sur la première année, donc, puisque normalement l'aide est de 4 125 €, mais dans le cas de la situation sanitaire actuelle pour le développement de la formation des jeunes, l'État a doublé cette somme donc en la passant à 8 000. Donc pour le moment, on peut
embaucher des jeunes en contrat d'apprentissage jusqu'en février 2021 et les 8 000 € continueront à courir donc pendant 12 mois. Il faut que nous attendions la loi de finances 2021 pour voir si jamais cette mesure était prorogée au-delà de février 2021. Et pour le moment, à l'heure actuelle où nous parlons, les contrats doivent être conclus au plus tard en février 2021 pour pouvoir bénéficier des 8 000 € de l'aide sur la première année. Tout à fait. Frédéric, peut-être sur ces deux formations, elles démarrent bientôt en Martinique, elles sont proposées dans les mois à venir? Tout à fait. Alors, le BPGEPS Loisirs tout public, on vient de démarrer 2 formations en novembre et nous allons en débuter une nouvelle en mars. Donc, pour des employeurs qui souhaiteraient embaucher des jeunes en contrat d'apprentissage, ils sont tout à fait dans le timing, puisque entre le début du contrat et la mise en formation du jeune, dans le cas d'un contrat d'apprentissage, il peut être jusqu'à 3 mois de décalage. Donc, si vous embauchiez un jeune en janvier-février, il n'y aurait aucun souci pour le faire rentrer en formation BP en mars. Et de la même manière, nous ouvrirons un CPGEPS, donc le niveau 5, niveau CAP, en avril. Donc, du coup, on est dans un timing tout à fait correct pour des employeurs qui voudraient faire entrer leurs jeunes et bénéficier, si ça ne change pas, des fonds, des 8 000 € d'aide de la première année. Alors oui, tout à fait. Ce qu'il faut bien comprendre également, là on a pris l'exemple du secteur de l'animation. Ce qu'on vous présente là vaut pour tous les secteurs d'activité. Le contrat d'apprentissage ne peut être mis en œuvre que par l'intermédiaire d'un CFA qui s'occupe de la formation. Donc CMEA et CFA sur ce champ-là de l'animation. Et après, si par exemple votre besoin concernait plutôt un profil plus polyvalent dans une association, quelqu'un qui va gérer un peu l'activité, un peu l'administratif, qui va développer des projets, évidemment, c'est peut-être un autre type de formation diplômante qui est nécessaire. Et là, il faudrait vous rapprocher d'un autre CFA qui propose ce type de formation. Donc ça c'est un appui qu'on vous apporte. Miguel Sibat est également là avec nous sur la conférence. Et c'est au quotidien le travail qu'elle réalise pour accompagner des employeurs dans leur projet de recrutement. Donc à la fois sur le choix de la formation, mais également sur l'orientation vers les différents partenaires. CMEA en font partie. Mais il y a également, si vous n'avez pas trouvé le jeune, alors soit le CFA a peut-être un certain nombre de jeunes qui se sont positionnés, qui ont suivi du pré-apprentissage et qui pourraient convenir à vos besoins, mais ça peut être aussi par l'intermédiaire de Pôle emploi et des missions locales qui se sont bien positionnés sur ces nouveaux contrats, qui auraient sans doute des profils qui pourraient correspondre à vos attentes. Il faut bien, c'est un aspect très important, ne pas se dire, comme on a pu le faire parfois dans les associations sur des emplois aidés, se dire, bon, c'est un emploi aidé, je vais dépanner un jeune. Et puis, au final, on se retrouve avec quelqu'un qui n'est pas tellement intéressé par l'activité. Voilà, ça lui permet de travailler, mais sans plus de motivation pour le secteur que vous couvrez. Et quand vous êtes dirigeant bénévole, que vous donnez tout votre temps bénévolement et que vous avez quelqu'un en face qui est moyennement intéressé, ça ne va pas matcher. Donc, il est vraiment important que vous recrutiez à part entière et qu'on ne vous impose pas une personne qui ne vous paraît pas correspondre aux compétences actuelles et futures du poste. Il faut vraiment procéder à un véritable recrutement et avoir un choix, faire un entretien avec 2, 3, 4 jeunes différents et choisir peut-être celui qui vous paraît le plus à même d'être un futur animateur, si on parle de ce métier-là. Voilà, mais pas prendre par défaut, parce que ça veut dire que dès le départ, les dés sont pipés et que le contrat, soit il va s'arrêter au bout d'un moment, soit il va se terminer, mais il n'y aura pas de suite. Alors que si vous avez quelqu'un qui est motivé, qui a envie de progresser, qui va obtenir son diplôme, peut-être que vous allez pouvoir trouver les solutions pour continuer avec lui à l'issue de la formation.
Oui, ça c'est très important parce que, effectivement, alors, comme le disait Erwan, aujourd'hui il y a 12 CFA en Martinique, donc avec des cœurs de métier très différents. Hein. Nous, notre cœur de métier, c'est l'animation, mais si vous avez besoin d'une comptable ou d'un plombier, vous trouverez sans difficulté le CFA qui va avec ce type de métier. Et aujourd'hui, il y a une nécessité absolue qu'il y a bien une entente entre les trois parties. C'est-à-dire, quelqu'un a encore un micro, excusez-moi. Je ne sais pas qui, un micro. C'est important qu'il y ait une entente entre les trois parties, c'est-à-dire le jeune motivé par sa formation et par son emploi, puisqu'on est bien sur un emploi, l'entreprise en capacité de proposer un emploi et d'accompagner le jeune, et bien entendu le CFA en capacité de proposer une formation, c'est un peu son métier, mais aussi d'accompagner et l'entreprise et le jeune dans la mise en œuvre de la formation au quotidien. Parce que si on forme un jeune à qui on dit il faut faire ça sur le terrain avec des enfants et que l'employeur en face dit non, ce n'est pas ça qu'il faut faire, vous comprenez bien qu'on sera en grande difficulté. Donc, c'est bien comment est-ce que ces trois entités arrivent à être cohérentes pour faire avancer le jeune, faire avancer l'association et bien sûr tout ça dans une cohérence. J'en profite comme j'ai la parole. Il y a une question quand on dit entreprise, c'est bien entendu association. Hein, il y a une question sur est-ce que les associations peuvent entrer dans le dispositif. Oui, c'est bien les associations. La seule contrainte, c'est effectivement d'avoir un emploi. Donc, sinon, on ne peut pas rentrer si on n'est qu'avec des bénévoles. Mais alors peut-être que des fois, on dit entreprise par commodité, mais c'est bien les associations dont nous parlons. Oui, bon, on ne va pas lancer le débat là-dessus, mais les militants que nous sommes, on le sait bien. Même nous, on a évolué là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, quand on dit entreprise, c'est avec un grand E. C'est-à-dire qu'une association, au final, est une entreprise avec un grand E. Hein. C'est-à-dire qu'elle a des salariés, elle paye des charges, elle a des budgets à finir, elle a un comptable, parfois un expert comptable, des bulletins de paie. Voilà, il y a au final, avec une entreprise du secteur marchand, il n'y a quasiment que assez peu de différence dans la partie gestion. Sur les valeurs et les missions, etc., évidemment, on est sur tout à fait autre chose. Mais voilà, le terme entreprise, aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'utilise assez régulièrement, y compris pour les entreprises associatives. Quoi. Alors, dernier slide, voilà. Oui. J'aurais une question. Donc, juste pour terminer sur l'intervention d'uniformation, donc l'outil qui nous a permis de calculer le coût du contrat, il est disponible pour tout le monde sur notre site internet www.uniformation.fr. Et vous avez tout un tas d'outils à votre disposition sur le recrutement, l'alternance. On met en place des ateliers, on a donc identifié toute offre de formation et l'accompagnement de proximité avec donc Miguel Sivat qui est la conseillère en Martinique pour vos prochains projets de formation. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Voilà, vous avez les coordonnées qui sont indiquées là pour vous accompagner sur vos projets de recrutement actuels et futurs. Oui, s'il vous plaît, je peux intervenir. Oui, allez-y, posez votre question. Alors, Philippe Mignot, président de la Ligue de badminton. Voilà, donc je suis très intéressé donc, par cette présentation qui était quand même assez bien complète. Et j'aurais quand même voulu voir avec vous le parcours qu'une association devra mettre en place. C'est-à-dire qu'au départ, si on a un besoin au niveau d'un emploi, ça passe quand même par la définition d'un poste, la nature du poste, et puis également du cahier des charges qui va s'y accompagner. Par exemple, un agent de développement. Alors, la difficulté, donc, c'est de trouver ensuite une personne qui correspondrait à ce cahier des charges ou à ce profil de poste. Oui, à la procédure, dans ce sens. En fait, il y a… Par exemple, je sais qu'au niveau des formations, en badminton en Martinique, il n'y a pas grand-chose. On a possibilité d'avoir peut-être déjà des diplômés de métropole qui pourraient accéder à un emploi avec des aides de l'État et avec des aides fédérales. Si on veut s'engager dans la professionnalisation, le contrat d'apprentissage, c'est ce que vous avez présenté.
est-ce que ça correspond au schéma que je vous ai décrit auparavant? C'est-à-dire la nature du poste, ce qu'on recherche pour le développer, et trouver ensuite la personne qui... Sur l'exemple du sport, du badminton, on est... alors, nous sommes aujourd'hui que CFA des métiers de l'animation, mais les métiers d'animation et du sport ont des diplômes communs, donc on peut imaginer de la transversalité sans difficulté. Je pense qu'il faut remettre les trois éléments. En fait, effectivement, il faut que vous, de votre côté employeur, vous ayez bien la clarté du poste que vous ouvrez, les conditions, les besoins du jeune, du type de jeune. Et souvent, effectivement, dans le sport, il y a nécessité d'être soit déjà qualifié en fédéral, soit d'avoir des compétences de base. Après, le contrat de travail que vous allez trouver, le jeune que vous allez trouver, il y a tout un tas de partenaires au niveau Martinique qui peuvent vous aider à le trouver. Mais ça peut être Pôle emploi, ça peut être la mission locale, ça peut être le CFA auprès duquel des jeunes viennent s'inscrire en disant « je serais intéressé pour tel type de formation ou d'emploi ». La difficulté, on va dire, chez les sportifs, c'est que souvent, votre critère de recrutement, c'est déjà une pratique sportive sans être de haut niveau, disons une bonne compétence. Et c'est peut-être là où, du coup, ça inverse la demande, c'est peut-être dans vos licenciés, ceux qui auraient des possibilités de rentrer dans un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Donc, je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière, mais c'est vrai que dès l'instant où on va chercher un poste très particulier, on peut se retrouver avec très peu de candidats parce que vos demandes correspondent à quelque chose de très précis. D'accord. Oui, alors, pardon. Vas-y, Erwan, pardon. Ouais, non, c'est vrai que pour le coup, l'exemple que vous citez sur une discipline sportive qui nécessite un niveau de pratique, mais aussi donc nécessairement de la formation, parce que pour encadrer contre rémunération, il faut être formé dans le sport. Donc ça, au final, c'est vraiment les contrats en alternance, apprentissage, professionnalisation sont pile poil le type de contrat qu'il vous faut. Parce qu'il permet d'aboutir à la fin du contrat à la certification. Après, donc il faut quand même trouver le jeune qui a le niveau suffisant pour rentrer dans la formation. Donc ça, parmi les licenciés actuels, je pense que ça peut se trouver. C'est vrai que ça limite le champ des possibles. Et il faut voir, est-ce que dans les différents clubs qui peuvent exister, il n'y a pas ce profil-là. Est-ce que les missions locales qui sont vraiment sur les jeunes, est-ce qu'ils ont ce degré de sélection, ces informations? Ce n'est pas évident, mais vous, en tant que comité, c'est peut-être plus facile pour vous d'identifier cet aspect-là. Et après, c'est l'investissement que vous allez y mettre. C'est-à-dire que si la formation n'est pas proposée ici, oui, ça demande, ça veut dire que le salarié devra se déplacer pour se former sur l'Hexagone. Mais il y a des financements. Alors, ce n'est pas une formation parce que le champ du sport est dorénavant géré par un autre OPCO qui s'appelle AFDAS. Vous êtes sans doute en contact avec eux. Je sais qu'ils ont un stand sur le salon. Donc, nous, c'est tout le champ associatif sauf le sport. Voilà. Et les maisons de retraite. Donc, il faut voir avec eux en termes de financement s'il n'y a pas de possibilité pour la situation qui est la vôtre, à savoir des formations qui ne sont pas proposées localement et qui nécessitent des déplacements assez fréquents. L'autre solution qui peut être intéressante dans le cas du sport, c'est que les formations animation et sport sont montées sur le même diplôme. Et on pourrait imaginer aussi du travail commun pour que votre animateur, avec une compétence technique de badminton, fasse une formation de type BPGEPS loisirs tout public pour qu'il ait un accès aux loisirs donc à tous les publics et qu'il soit diplômé du BPGEPS et qu'après, en VAE ou en parcours ponctuel, il finisse l'UC3 et l'UC4 du BP pour avoir l'habilitation BPGEPS badminton. C'est des choses qu'on peut tout à fait envisager. Certains BPGEPS en VAE
permettent, si on est moniteur fédéral d'une discipline, d'avoir souvent l'UC4 du BPGEPS. Et ça, c'est affiné en fonction des textes de vos sports. Et deuxième question relative au salaire. Donc, la première année, donc j'ai bien compris, il y a une prise en charge totale au niveau du contrat d'apprentissage. Et ensuite, les 844 € par mois, il y a des aides qui seraient prévues pour continuer la formation dans ce cadre-là? Prolonger les formations. La formation est prise en charge complètement. Donc là, on est seulement sur du coût salarial. Là, le coût de la formation n'est pas pris en compte parce que de toute façon, l'OPCO Uniformation, ou si vous êtes AFDAS, l'AFDAS, la prendra en charge. Ça, c'est dans le contrat de base. Les 800 €, c'est seulement le reste à charge salarial. On peut se dire qu'un salarié normal vous coûtera normalement à peu près 22 000 – 23 000 € chargés à l'année. Et donc, le retrait des aides de l'État et le pourcentage de son salaire amène la première année effectivement à 0 et la deuxième année, dans le cadre de l'exemple montré ici, autour de 844 €. Alors, c'est à affiner en fonction de l'âge, c'est à affiner en fonction de 2-3 critères, mais c'est des valeurs globales. Et souvent, ce que l'on dit aujourd'hui aux employeurs, c'est que effectivement, on peut dire la première année est à 0, la deuxième est à 800. C'est se dire, j'ai un jeune qui va développer de l'activité pour moi pendant 2 ans, ou 1 an, ou 18 mois. Lycée sur l'année, ça représente chaque mois X €. Du coup, est-ce que son activité va être rentable sur cette période-là? Il y a un petit regard à porter en amont. On parle bien effectivement du coût salarial, hein, pas de la formation, elle est 100% financée, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Donc en fait, lycée sur l'année, l'exemple qui est ici, le BPGEPS stagiaire tout public, il coûte sur 18 mois 281 € par mois. Voilà, donc c'est 0 € la première année, 844 sur les 6 derniers mois, mais lycée sur 18, ça fait 281 €, formation financée comprise. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, Frédéric. Si tu veux enlever ton partage d'écran et je vais mettre le mien. Voilà. Ok, alors, petite manipulation, le temps. Voilà, est-ce que vous voyez? Je pense que oui. Donc, on reprend notre déroulement montré tout à l'heure. Donc, juste pour montrer quelques aspects positifs, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Qui me dit mot consent. Donc, les atouts de l'alternance, que ce soit aussi bien en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Donc, un petit listing non exhaustif des éléments. Du côté de l'alternant, effectivement, le jeune a un statut de salarié. Si on est dans l'exemple d'un bénévole qui faisait des activités, donc il a le statut de salarié, il a un contrat de travail, une rémunération. Et donc, si c'est un jeune, il débute aussi, même si ce n'est pas la préoccupation première, ses cotisations pour une future retraite. Il y a l'acquisition d'une expérience professionnelle importante, puisqu'il va au quotidien sur 35 heures faire une activité professionnelle. Et bien sûr, à l'issue de la période de contrat, il obtiendra, si bien entendu il réussit aux examens, il les a préparés, le diplôme professionnel. Donc, on est sur donc bien une entrée professionnelle pour ce jeune. Alors, je dis jeune si c'est un contrat d'apprentissage et tout âge si c'est un contrat de professionnalisation. Les offres de diplôme, je le disais tout à l'heure, nous sommes dans l'animation, mais si vous avez besoin d'un jeune plombier, on peut aussi faire ce type de formation sur un plombier, sur un cuisinier, sur d'autres corps de métier qui peuvent être nécessaires dans les associations. Le jeune étoffe son CV, bien entendu, puisqu'il va avoir des expériences avec vous de manière importante. Et puis surtout, l'autre élément qui n'est pas totalement anodin, surtout quand les formations sont assez onéreuses, comme malheureusement celle de l'animation, du sport, le jeune n'a pas de frais pour se diplômer, puisque c'est l'OPCO qui prend en charge la formation.
Du côté des structures, alors peut-être que si vous n'êtes pas grandement employeur, ce terme va vous être étranger, mais c'est un terme à connaître. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, donc qui permet à une entreprise de réfléchir à ses besoins futurs et donc au recrutement et aux compétences à mettre en place dans son développement. Vous pouvez, par l'apprentissage, répondre à un besoin. J'ai besoin dans 3 semaines, dans 6 semaines, d'un animateur supplémentaire. Je peux envisager de le prendre en apprentissage. Ou j'ai besoin d'un cuisinier dans 1 an. Je peux le prendre en contrat d'apprentissage aujourd'hui parce que je sais que j'aurai ce besoin qui va être pérenne. Donc, donner le temps à l'entreprise de préparer une embauche à terme, c'est un peu l'anticipation dont je viens de parler. Certains métiers sont en tension. Donc, ça peut être aussi se faciliter la tâche pour recruter des métiers en tension, là où vous pouvez avoir des difficultés de recrutement. Par exemple, aujourd'hui, si vous cherchez dans l'animation un animateur technicien en activité scientifique, vous voulez développer cette activité-là, et ça n'est pas évident immédiatement de le trouver. Si vous faites rentrer votre jeune dans un loisir tout public avec une thématique activité technique et scientifique, il va se former pendant 2 ans et vous êtes sûr que ce jeune, à l'issue, vous pourrez l'embaucher et qu'il correspondra à votre besoin. Autre élément qu'on oublie souvent, dans chacune de nos structures associatives, nous avons des manières de travailler et des cultures professionnelles différentes, et ça peut être intéressant qu'elles ne tiennent pas qu'aux bénévoles, mais qu'elles soient diffusées, pérennisées par d'autres personnes, et notamment par des salariés. On a vu, nous, dans les formations, du dynamisme créé dans certaines structures, parce que le jeune apporte des questionnements et qui font réfléchir les équipes qui étaient peut-être parfois en train de fonctionner sur des habitudes. Ça permet aussi à certains moments de se remettre à jour sur des connaissances, sur des techniques récentes, sur une évolution intéressante. Donc, toujours pareil, hein, c'est l'apport du jeune ou le questionnement du jeune peut re-questionner sur des fonctionnements. Et puis enfin, 2 éléments moins intéressants, mais quand même pour nous qui sont intéressants. Un coût financier maîtrisé, on le voyait sur les diapos précédentes. Donc aujourd'hui, c'est, comme le disait Erwan, le contrat, l'accompagnement vers l'emploi le plus intéressant pour les employeurs. Et puis aujourd'hui, c'est assez simple à mettre en place. Le contrat de pro est dématérialisé, le contrat d'apprentissage le sera prochainement. Donc, c'est la saisie de données et puis quelques documents, un contrat de travail, etc., un contrat de formation. Donc, quelque chose qui est assez simple aujourd'hui, bien sûr, si on a une connexion Internet correcte. Du côté des formations proposées, donc les CFA, on le disait tout à l'heure, proposent un certain nombre de formations, soit sur des formations cœur de métier, c'est-à-dire que vous avez besoin d'un animateur qui développe des activités autour du développement durable, vous avez besoin d'un animateur sportif, de métier dans le social, la petite enfance de la personne. Donc, les CFA qui existent sur les secteurs vont pouvoir répondre. Et d'un autre côté, il ne faut pas oublier que si vous avez besoin d'une secrétaire comptable, vous pouvez très bien recruter un jeune en apprentissage ou en contrat de pro sur de la comptabilité, sur du secrétariat, si vous êtes sur un centre d'accueil, vous pouvez avoir un cuisinier, vous pouvez avoir des femmes de service, enfin des personnes de service, etc. Donc, tous les métiers aujourd'hui, alors après, certains ne sont pas proposés en fonction des niveaux en Martinique, mais on peut espérer que ça va se développer. Donc, en fonction de vos emplois, des besoins de l'association, vous pouvez très bien avoir beaucoup de corps de métier qui correspondent à vos besoins. La difficulté ensuite, on n'a pas parlé du maître d'apprentissage, Erwan en a dit quelques mots. Il faut que dans chaque entreprise, nous ayons un maître d'apprentissage, un salarié qui puisse accompagner la personne, le jeune, et donc il faut qu'il y ait un minimum de compétences dans les domaines sur lesquels il va travailler, bien entendu. Les formations que nous mettons en place sur le CFA des métiers d'animation, donc ça n'est que quelques exemples. Le certificat de qualification professionnelle, animation périscolaire, donc c'est hors apprentissage, hein, puisque les diplômes de l'apprentissage ne sont que les diplômes d'État, les CQP ne rentrent pas. Donc là, on peut imaginer avoir quelqu'un en contrat de pro avec un CQP, mais pas en apprentissage.
Et ensuite, sur l'ensemble de la filière jeunesse et sport, donc le certificat professionnel de le CPGEPS, qui n'a qu'une mention l'animation, animateur d'activité et de vie quotidienne. Et ensuite, le BPGEPS de niveau 4, le cœur de métier de l'animation et du sport, donc avec 4 mentions dans la spécialité animateur, loisirs tout public, animation sociale, animation culturelle et éducation à l'environnement et au développement durable. Donc là, sur ces 2 premiers niveaux, nous sommes sur des métiers d'animateur, avec la possibilité pour le BPGEPS tout de même d'être directeur dans le cadre du périscolaire, avec une certification particulière. Et puis les 2 autres diplômes de la branche, le diplôme d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, le DEGEPS et le DES-GEPS, sont des diplômes de cadre, d'encadrant. Donc un DEGEPS va être par exemple quelqu'un qui va gérer une petite structure, qui va gérer une équipe sur une maison de quartier, qui va gérer la maison de quartier. Et puis le DES, plutôt quelqu'un qui va être sur la globalité, un service, une grosse association, qui va être gestionnaire de projets, bien entendu, finance, RH, et puis globalement le suivi des actions. Voilà. Et l'ensemble de ces formations, bien entendu, sont possibles en VAE. Donc nous avons des accompagnateurs, nous, au CMEA, mais bien sûr dans les autres CFA, qui peuvent accompagner vos salariés s'ils ont déjà de l'expérience ou des diplômes vers de la VAE. Voilà un petit peu sur les… Il y a une question. Oui. Pardon, oui. Ouais, une question. Il faut absolument un salarié pour pouvoir prétendre à avoir un jeune en alternance. Alors, l'aide dont a parlé Erwan est liée à 2 éléments. Le premier, c'est du temps de travail de salarié d'accompagnement et le deuxième, c'est des frais de déplacement. Donc, si jamais le maître d'apprentissage a les compétences mais est bénévole, les 2160 € dont on peut bénéficier seront toujours, on pourra toujours les mobiliser, mais uniquement en justifiant des frais kilométriques par le bénévole. Alors que si vous avez un salarié qui est le tuteur, le maître d'apprentissage du jeune, vous sortez une feuille de paye et régulièrement vous dites qu'il a suivi un certain nombre d'heures du jeune. Ce n'est pas obligatoire, mais du coup, l'aide n'est pas la même. Ouais. Je pense, Frédéric, que la question, mais peut-être Agnès pourra la poser par visio directement, mais je pense que c'est peut-être aussi pour la question, c'est je n'ai pas de salarié, je suis une association qui n'est pas encore employeur. Est-ce que mon premier salarié peut être un contrat un jeune en alternance? Je ne sais pas si je traduis bien, Agnès, la question. Si c'est ça, oui. Il n'y a pas de… Oui, c'est ça, d'accord. Oui, c'était cette question-là. Une association qui n'a pas encore de salariés, voilà, mais qui voudrait s'engager dans cette démarche-là. Tout à fait, merci. Donc, pas de problème, c'est ce qu'on appelle les primo-employeurs et on peut embaucher son premier salarié dans le cadre d'un contrat en alternance. Évidemment, ça revient à ce que vient de dire Frédéric, c'est-à-dire que le tuteur, forcément, il va être bénévole. Donc, l'aide à la fonction tutorale qu'on décrivait tout à l'heure, elle ne sera pas versée. Il y aura toujours l'aide de l'État, les 8 000 €, mais pas l'aide à la fonction tutorale. Alors, du coup, je descends les 2 dernières slides et puis après des échanges éventuels, des questions. Donc, simplement, j'ai aussi pour fonction d'être le représentant local de la branche de l'animation par son syndicat employeur, le CNEA. Et c'est important aujourd'hui que les employeurs, qu'ils aient 1 salarié ou 150 salariés, puissent être fédérés au travers de syndicats employeurs, quel que soit le syndicat. Après, c'est pas forcément un souci, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que l'État sollicite énormément les syndicats d'employeurs et dans nos branches, nous ne sommes plutôt pas MEDEF, forcément, ou CGPME, mais plutôt des petits syndicats qui défendent particulièrement et qui connaissent bien nos branches d'activité. Et donc, souvent, nous passons sous les radars si nos représentants, aussi bien locaux que nationaux, ne se font jamais voir. Et donc, plus nous serons nombreux, plus nous serons adhérents à nos syndicats employeurs de nos branches, et bien plus nous pourrons revendiquer un certain nombre de choses. Par exemple, dans le cas du Covid actuellement,
le CNEA a fait le siège d'un certain nombre de ministères, et notamment du ministère du Travail, ce qui a amené, alors ce n'est pas le seul bien sûr, mais ça a amené à ce que les associations rentrent dans les dispositifs d'aide de l'État, là où au début du confinement, l'État était centré sur les entreprises au sens gagner de l'argent uniquement. Et les associations étaient exclues. Donc, notre lobbying et celui d'autres a permis que les associations rentrent dans les dispositifs. C'est important parce que le CNEA, par exemple, a pu dire « je représente globalement en France 150 000 salariés et tant d'entreprises, et donc nous avons pu être entendus. » L'autre élément souvent de l'intérêt du syndicat employeur, c'est que nous avons dans nos branches des toutes petites entreprises, donc moins de 10 c'est la majorité, voire moins de 5, et donc du coup nous ne pouvons pas avoir des RH, des gestionnaires, des juristes. Et donc, l'avantage d'un syndicat employeur, c'est de pouvoir faire appel, dans le cadre de la cotisation, à des juristes qui vont répondre à des questions bien précises et qui ne sont pas des avocats lambda, mais bien des juristes, spécialisés dans nos domaines. Ils ont souvent d'ailleurs participé à l'écriture de nos conventions collectives de branches. Donc, du coup, ils maîtrisent davantage les spécificités de nos branches. Et puis ensuite, le dernier élément qui est, je pense, très important, c'est qu'aujourd'hui, les employeurs l'ont toujours eu, mais c'est encore plus important que nous ayons notre place dans le cadre du dialogue social. Et donc, c'est important que nous puissions renvoyer à nos structures nationales, mais aussi au niveau local, ce que nous souhaitons pour nos salariés, parce que nous pouvons, dans certaines branches, choisir de donner des droits à nos salariés supérieurs aux droits du travail. Et ça peut être intéressant que nous en échangions sur les territoires et que nos positions globales soient portées au niveau national et dans les échanges, que ce soit dans le dialogue social ou parfois sur les formations dans le CPNEF. Donc ça, je pense que c'est important. Et souvent, quel que soit le syndicat employeur, les cotisations sont assez faibles. On est souvent sur moins de 200, 300 euros pour une toute petite structure. Et donc, du coup, la consultation, ne serait-ce que d'un avocat sur un problème particulier, coûte souvent bien plus cher que ça. Voilà. Et puis, dernier point, mais je serai très rapide, puisque ça a été l'objet d'une conférence de ce matin, c'était le fait que nos entreprises, nos associations sont souvent de petite taille, donc nous avons du mal parfois à pouvoir recruter des personnes sur des temps qui sont à peu près acceptables. Je pense notamment au périscolaire où souvent on est sur 2 heures matin, midi et soir, donc ça peut ne pas compléter un emploi intéressant pour un salarié. Et donc, le groupement d'employeurs, c'est ce qui correspond en fait à du partage salarial, et le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui est l'accompagnement de personnes éloignées de l'emploi en les professionnalisant et donc en les mettant à disposition de groupements d'employeurs, peuvent être des solutions qui répondraient à un certain nombre de nos problématiques sur les territoires pour mettre à disposition du personnel, avoir des gens formés et des gens qui sont pérennes, puisqu'ils ne cherchent pas d'autres jobs, puisqu'ils ont 25, 30, 35 heures de travail hebdomadaire. Et donc, je vous invite à aller voir la conférence de ce matin, 11h, avec Madame Lidard et Madame, j'ai oublié son nom, pour voir de quoi il retourne, sachant que nous lancerons avec quelques autres associations en 2021 une dynamique de GIEC et de GE sur la branche de l'animation, pour essayer de promouvoir les formations et les métiers de l'animation à travers un groupement d'employeurs. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous sommes avec Erwan disponible pour les précisions et questions. Y a-t-il des questions ? A priori, non. Tout le monde a l'air d'avoir vu les réponses attendues.
Très bien. Eh bien, si nous n'avons pas de questions, je vais vous proposer… Ah oui, allez-y. Et voilà, dans l'hypothèse d'avoir un jeune qui est déjà formé, par exemple, sur une licence TAPS en métropole, pour parfaire sa formation, pour aller jusqu'à DGEPS, est-ce qu'on pourrait envisager donc la même aide au niveau des contrats de formation d'apprentissage pour poursuivre cette formation en Martinique? Si votre jeune, vous l'employez sur enfin, vous souhaitez l'employer sur un contrat, il n'y a aucun souci pour que vous puissiez le prendre en contrat d'apprentissage, même s'il a déjà une licence dans le domaine du sport. Là, on est sur un diplôme professionnel, il n'y a aucun souci pour qu'il puisse rentrer en apprentissage sur un DEGEPS. On a ce cas-là avec une personne en master STAPS qui rentre sur un DEGEPS, développement de projet, territoire et réseau. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. On n'est pas sur le diplôme initial de la personne, on est bien sur le projet employeur et salarié. Donc, si le jeune est intéressé par un DEGEPS et que vous êtes intéressé pour le diplômer sur un DEGEPS pour lui donner un diplôme professionnel, sur le principe, il n'y a pas de difficulté. Après, bien entendu, si c'est en apprentissage, il faut qu'il ait moins de 29 ans, etc. Mais c'est des conditions classiques. D'accord. Et tous les frais éventuellement de déplacement pour aller se former seront pris en compte? Alors, il y a des barèmes uniformation. Je vais laisser Arwan répondre. Vous avez, en fonction du type de déplacement, des barèmes qu'Arwan va pouvoir détailler. Oui, alors ça dépend. Vous êtes sur quel secteur d'activité? C'est le champ sportif ou animation? Sportif, oui. Sportif. Alors c'est agent de développement. C'est plutôt l'AFDAS qui est l'OPCO du sport, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est plutôt avec eux qu'il faut voir en termes de modalités de prise en charge. Est-ce qu'il y a des modalités pour financer la formation? Si la formation se déroule en métropole, c'est possible, mais je ne m'avancerai pas à leur place. Donc, vraiment, je vous invite à les consulter pour évaluer avec eux cette possibilité, cette faisabilité. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, nous pouvons commencer notre week-end qui ne commence pas réellement puisque nous serons un grand nombre d'entre nous demain matin sur de nouveaux ateliers. Nous aurons plaisir à vous retrouver. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne fin de journée et en espérant vous revoir demain sur de nouvelles conférences. Bonne soirée à tous. Erwan, tu veux dire un petit mot? Merci. Oui, bonne soirée, bonne continuation, à votre disposition pour vos projets de recrutement. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.